Et on va passer à la dernière présentation de la session. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à présenter ces résultats. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de diversification morphologique et de ce que l'étude du développement et des mécanismes de développement peut nous apporter pour comprendre la diversification des traits. Qui est la grande question qu'on se pose en fait dans notre équipe, qui est finalement comment on arrive à cette diversité de traits incroyable chez les animaux et comment ces traits sont générés finalement d'un point de vue mécanistique est quelque chose qu'on ne comprend pas si bien que ça. Et pour ça, j'utilise les dents comme modèle. Alors pourquoi les dents? Parce qu'avec les dents, on a cette diversité. Vous pouvez le voir ici, juste avec un panel assez réduit finalement de dents de vertébrés. On a une diversité morphologique qui est énorme et qui est très intéressante si on veut étudier l'évolution de ces traits dans un contexte adaptatif, étant donné que les dents, en général, ont un lien très fort avec la niche écologique des vertébrés qui l'habitent, puisqu'elles sont adaptées très fortement au régime alimentaire. On a énormément de convergences qui montrent ça, et on a aussi une évolution extrêmement rapide des formes en réponse aux variations de régime alimentaire. Le problème qu'on a, par contre, si on veut comprendre comment les dents se diversifient, c'est que lorsqu'on regarde le développement des dents en lui-même, et en particulier les gènes et les programmes développementaux qui contrôlent ce développement des dents, on se rend compte qu'ils sont extrêmement conservés à l'échelle des mammifères, et même plus largement à l'échelle, même pour certaines parties du développement, à l'échelle des vertébrés en entier. Du coup, on a un peu ce paradoxe qui est, si les dents se développent avec des programmes développementaux extrêmement conservés, alors comment est-ce qu'on arrive à avoir cette diversification intense des dents qu'on observe chez les vertébrés? Et pour être capable d'étudier ça, il nous faut un modèle où on a à la fois une très grande diversité, mais on a aussi accès au développement. Et ça, c'est pas forcément facile, en particulier chez les mammifères, parce que c'est assez dur d'avoir accès au développement des mammifères, étant donné qu'on a un développement interne. Alors pour ça, j'ai développé un modèle ces dernières années qui est assez puissant pour étudier ces questions, qui sont les chauves-souris noctilunoïdes, qui nous permettent d'étudier la diversification des dents à plusieurs niveaux. D'abord, elles nous permettent d'étudier la diversification des classes dentaires chez les mammifères. Donc on connaît très bien l'évolution morphologique, mais assez peu finalement l'origine développementale. Et on ne sait pas vraiment comment les classes dentaires sont apparues d'un point de vue développemental. Et on a aussi une diversité de dents et de formes qui est incroyable. Pourquoi? Parce que les chauves-souris, en fait, ont colonisé plein de niches écologiques alimentaires différentes. Vous avez sans doute entendu parler des chauves-souris vampires qui sont assez iconiques, mais en fait, on en a plein d'autres. On a des chauves-souris insectivores, on a des omnivores, on a des carnivores, des frugivores, etc., etc. Et au sein de ce groupe-là qui m'intéresse, en fait, on a à peu près tous ces régimes alimentaires. Et en lien donc avec cette évolution, là vous avez un petit panel encore une fois de la diversité dentaire qu'on a chez ces animaux. On a une variation du nombre de dents, mais on a aussi une variation de forme assez phénoménale, avec encore une fois un peu des phénomènes de convergence. Alors du coup aujourd'hui, ce que je veux vous présenter les résultats qu'on a en utilisant ces modèles pour essayer de comprendre les différentes trajectoires développementales qui peuvent expliquer la diversification des dents et en essayant d'aller un peu dans le mécanistique. Et aussi, on va d'abord se focaliser sur la première molaire pour la première partie du talk. Et si ensuite j'ai le temps, je vous montrerai des résultats préliminaires qu'on peut avoir chez d'autres classes de dents, qui est un peu aussi la grande question qu'on se pose dans l'équipe. Alors, comme je l'ai dit, on va d'abord se focaliser sur la première molaire. Pourquoi la première molaire? Parce qu'elle est très accessible d'un point de vue développemental. On pourra rentrer dans des détails si vous voulez au moment des questions. Et d'abord, avant de rentrer dans le développement des dents purement, on a voulu étudier, en collaboration avec Dave Grossnickel à l'Université de Washington, ce qui se passe au niveau des adultes déjà. Comment est-ce qu'on peut décrire ces dents? Est-ce qu'on a des convergences? Comment est-ce qu'on peut décrire la variabilité qu'on observe? Alors pour ça, on a utilisé une approche classique de morphométrie géométrique avec du landmarking chez à peu près 300 individus représentant 150 espèces pour mettre en évidence un peu voilà, la diversité morphologique. On a pu mettre en évidence 3 axes de variation principaux, donc la hauteur des cuspes, la largeur de la molaire ici, et la présence-absence de certaines cuspes. On a pu montrer qu'on avait des convergences très fortes au niveau de certains régimes alimentaires, notamment au niveau des frugivores, ici, et des nectarivores. Et on peut voir aussi qu'on a une signature morphologique des molaires qui est très forte, avec une colonisation de 3 endroits ici du morphospace, les frugivores en haut, les nectarivores ici, et un peu les insectivores et les faunivores un peu à cet endroit-là.
Maintenant, la question, c'est comment, à partir d'un ancêtre commun qui était insectivore, on arrive à coloniser ce morphospace ici. Alors pour ça, on va revenir au niveau du développement et on a reconstitué les séries développementales. Donc ça a été un travail qui a été réalisé en grande partie par Benoît Moison, que vous avez vu ce matin, qui a présenté un peu l'ISEM. On a reconstitué donc le développement des dents des stades très précoces d'apparition des bourgeons dentaires jusqu'à l'apparition de la morphologie. Chez 27 espèces, maintenant on en a même un peu plus, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vais revenir ici sur un point de méthode parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde dans la salle. En fait, on étudie le développement des dents avant la minéralisation. Et donc, pour être capable de faire ça, on regarde essentiellement des tissus mous et on va utiliser des scans qui vont être teintés non pas au DICT mais au PTA, qui nous permet de bien mettre en évidence ici la jonction entre l'épithélium et le mésenchyme, qui sont deux tissus extrêmement importants pour le développement des dents et qui nous permettent de reconstruire la forme vraiment tout au long du développement, depuis les stades très précoces jusqu'au stade un peu plus élevé. Alors, qu'est-ce que ces reconstructions peuvent nous dire? Si on se concentre sur les stades précoces, ici, bon, les dents, elles ressemblent un peu toutes à la même chose, donc on ne peut pas tellement faire vraiment des approches style landmarking, puisque on n'a pas vraiment d'homologie des différentes parties de la dent. Du coup, on a fait des mesures linéaires, donc sur la largeur, la longueur, la hauteur de différentes parties de la dent. Et lorsqu'on fait ça et qu'on l'étudie comment ça évolue au cours du développement, donc pas en termes évolutifs, en termes temporels ici, on se rend compte qu'aux étapes précoces du développement, les dents ont à peu près toute la même taille, y compris chez des chauves-souris qui sont assez différentes et qui ont des dents de taille et de morphologie différentes. On a tout le monde qui est rassemblé au début, et ensuite, on a ces variations qui sont assez importantes. Donc, on a l'idée que les étapes précoces du développement des dents sont extrêmement conservées d'un point de vue morphologique, et on sait que c'est aussi le cas, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais d'un point de vue génomique et transcriptomique. Ensuite, si on se focus sur la partie un peu plus tardive du développement, pour essayer de voir comment ces trajectoires développementales vont se séparer de cette partie très conservée, ici, on va pouvoir faire du landmarking sur les différentes cuspides qui apparaissent en développement. Et quand on fait ça, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Ensuite, on peut reconstruire des morphospaces comme pour les adultes et voir un peu ce qui se passe. Alors, sur ce graphe ici, on a deux types de données. On a des données adultes, avec ici les points, et les données des embryons avec les diamants. Le chiffre à côté de chaque notation ici correspond au stade développemental. Donc plus c'est petit, plus c'est précoce. Et ce qu'on peut voir lorsqu'on fait ça, on peut voir déjà plusieurs choses. D'abord, c'est que les stades de développement sont tous regroupés ensemble pour les stades précoces avant de s'élargir dans le morphospace. Donc on a vraiment dans l'idée que dans les étapes précoces du développement, tout le monde est ensemble, et ensuite on va apprendre différentes trajectoires pour arriver aux morphologies adultes. Les trajectoires, justement, si on regarde ce qui se passe, on en a deux majeures. Donc d'abord, pour toutes les chauves-souris, donc les insectivores et les faunivores, on suit cette trajectoire principale ici, avec les nectarivores qui se situent là. Et par contre, pour les frugivores qui ont une face très plate, on a quelque chose de très différent, avec une trajectoire développementale qui est très différente. On descend avant de retrouver une pente à peu près similaire. Donc on a deux trajectoires, deux stratégies très différentes. Maintenant, si on regarde les nectarivores, on a autre chose qui est très intéressant ici. Chez les nectarivores, même les adultes se situent assez proches en fait des stades développementaux, ce qui montre qu'on a différentes façons d'aboutir à ces morphologies. Soit on peut suivre des trajectoires développementales différentes, soit on peut se positionner différemment le long d'une trajectoire développementale. Ici, on a de la néoténie, donc on a de l'hétérochronie assez marquée chez ces espèces-là. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue, je regarde combien de temps il me reste, un petit peu plus large. En fait, ça fait écho à des résultats qu'on avait obtenus précédemment dans l'équipe, qui étaient aussi très intéressants, qui étaient que ces chauves-souris frugivores ici en vert, elles cassaient des contraintes développementales. Pour ceux qui connaissent un peu les dents, les contraintes de Turing notamment, des mécanismes de Turing qui contrôlent l'apparition successive des dents dans la mâchoire, on se rendait compte que ces chauves-souris-là cassaient vraiment ces contraintes développementales. Et nous, ce qu'on montre ici, c'est que sur la taille et la forme des dents des cuspides, qui sont des mécanismes développementaux différents, on a aussi une trajectoire développementale complètement différente chez ces chauves-souris-là. Donc, ça nous donne un peu une idée de comment on peut diversifier les structures en partant de structures qui sont identiques pour après changer un peu. Maintenant, avec Benoît, on s'est dit aussi, qu'est-ce qu'on fait si on plotte les d'autres mammifères avec une dentition complète là-dessus?
Et notamment, par exemple, je pense à des marsupiaux qui peuvent avoir une dentition complète, qui est un peu un groupe des placentaires. Lorsqu'on fait ça, on se rend compte que les autres espèces, en tout cas celles qu'on a regardées, sont plutôt avec la trajectoire des insectivores, la dentition un peu plus ancestrale. Et lorsqu'on regarde des fœtus ici de hérissons, donc qui proviennent du muséum, d'ailleurs en collaboration avec Guillaume Billet, ils se placent également vers le haut, ici avec une trajectoire qui part un peu de cette région-là pour aller ici. Donc il semblerait qu'au niveau des mammifères, il faudra en regarder plus évidemment, mais pour une dentition tribosphénique classique, on arrive aussi sur cette trajectoire-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? D'abord, on a montré qu'on avait des étapes précoces du développement qui sont extrêmement conservées. On peut parler de module développemental. Je parle de module ici parce que quand on met la transcriptomique, on a un module transcriptomique ici en dessus de tout ça, mais au niveau morphologique, on a ça également. On a identifié des trajectoires développementales distinctes qui nous expliquent la diversification des dents de chauve-souris et qui peuvent être aussi représentatifs plus largement de ce qui se passe chez les mammifères. On a identifié des hétérochronies qui expliquent la diversification des molaires. Et finalement, on identifie encore des cas de casse des contraintes développementales qui peuvent expliquer les shifts écologiques assez rapides. Très rapidement, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'équipe maintenant? On est en train de faire ça aussi pour les autres classes de dents. Et j'ai mon étudiante en thèse, Fanny Gagliardi, qui est en train d'étudier ça, alors pour les autres molaires et également les autres classes de dents. Et on a des résultats assez intéressants sur les autres molaires, surtout sur la troisième molaire. Il semble que lorsqu'on a des molaires qui deviennent un peu plus petites et un petit peu moins spécialisées, on casse un peu ce morphospace avec les diversités. En tout cas, on est en train d'explorer ça plus en détail aussi au cours du développement. Alors, je voudrais remercier tous les gens qui ont été impliqués dans ce projet. Il y en a beaucoup, les gens qui étaient dans mon ancienne équipe, Sears Lab aux États-Unis, et puis maintenant, tous les gens qui travaillent sur ce projet, que ce soit dans l'équipe ou alors en terrain et dans les muséums. Et je vous remercie pour votre attention. Comme je ne vous ai pas montré beaucoup de chauves-souris, deux chauves-souris qui volent, et vous en aurez une avec un petit un peu plus tard.